Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Au cours de sa carrière, Marie Nolan n'a pas seulement accumulé les succès au grand écran, elle fut si souvent mêlée à des scandales qu'elle a lentement vécu le déclin. Jason Duval avec vous comme toujours pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, je vous parle de la carrière et la vie très tourmentée de Marie Nolan. Nolan a été une figure importante dans les débuts du star system américain. Elle s'est retrouvée à plusieurs reprises mêlée à des scandales souvent amoureux qui lui ont forgé une réputation très négative. Nolan fut aussi l'une des premières à être dépendante des drogues, même de l'alcool, à un certain moment. Des addictions qui vont pas contribuer à redorer sa réputation et très lentement, Marie Nolan va se retrouver à avoir de moins en moins de contrats jusqu'à en avoir plus du tout. L'histoire de Marie Nolan aujourd'hui à Close-Up Dramatique, commençons par le début dès maintenant. On connaît que très peu de choses sur l'enfance de Marie Nolan. Elle est l'une des 5 enfants d'un couple de purs Américains du Kentucky, Africanus et Viola Robertson. Sa date de naissance reste incertaine puisque son certificat de naissance n'a jamais été retrouvé. On place sa naissance entre 1902 et 1905 selon ses dires à elle. Nolan a, au cours de sa vie, souvent changé sa date de naissance comme le faisaient pas mal de stars féminines de l'époque, afin de se rajeunir un peu. Pour le bien de l'épisode, on va dire qu'elle est née en 1902 puisque c'est la date qui revient le plus souvent. À la suite de la mort de sa mère en 1908, elle sera placée dans un couvent dans le Missouri. Son père n'étant pas en mesure de fournir le strict minimum à ses 5 enfants. En 1918, âgée de 16 ans, elle est appelée au chevet de l'une de ses sœurs, Sally, qui décédera malheureusement. Elle est alors engagée avec l'un de ses frères à la ferme de sa grand-mère afin d'aider à récolter différents légumes. La vie à la ferme est très difficile pour Marie. Son frère, Ray, ne l'aide pas beaucoup et elle se retrouve souvent à faire les boulots réservés aux hommes de l'époque. Les conditions dans lesquelles ils vivent sont aussi très difficiles. Ils sont logés à l'arrière d'une vieille ferme, mal isolée, où l'été il fait une humidité et une chaleur accablantes. Marie ne souhaite pas passer sa vie à travailler dans une ferme et s'imagine avec un avenir bien meilleur. Elle rêve de fêtes illuminées où des personnalités de renom y seraient. De nature festive et extravagante, Nolan vit tristement à la ferme où les activités et les sorties se font très rares. En 1919, leur sœur aînée, Mabel, vient les secourir entre guillemets afin de les emmener avec elle à New York. Mabel est une actrice de théâtre mineure qui souhaite devenir une actrice reconnue et rêve même de cinéma. C'est elle qui va initier Marie au théâtre, qui va tomber rapidement sous le charme de cet art. Malheureusement pour la jeune femme, il faudra qu'elle attende encore quelque temps avant de monter sur les planches, puisque son visage d'une grande beauté attire l'attention de Arthur William Brown, un illustrateur de renom. Elle posera plus d'une 50aine de fois pour Brown, qui est très inspiré par la femme. Tout ce temps passé à poser pour Brown lui emmène d'autres illustrateurs de renom new-yorkais et rapidement, Marie Nolan devient une modèle reconnue. Comme plusieurs modèles, elle est remarquée au bout de quelques temps par des agents artistiques qui lui offrent de petits rôles dans des pièces tout aussi petites. Au début des années 20, elle est remarquée par Florence Ziegfeld. J'ai déjà parlé de cet homme dans l'épisode sur Olive Thomas, épisode que je vous invite à écouter, que je vous conseille d'écouter si c'est pas déjà fait. Olive Thomas, qui a vécu une fin tragique à seulement 25 ans, a été une femme très importante pour Ziegfeld. Pour revenir à Florence Ziegfeld, il est l'un des impresarios les plus reconnus au cours des années 10 et 20.
Il a créé les Ziegfeld Girls, qui sont des femmes qui performent dans des cabarets. Elles savent souvent faire un peu tout, mais surtout danser de façon très sensuelle, pour divertir les hommes d'importance. Les Ziegfeld Girls sont aussi souvent invitées lors de fêtes privées qui réunissent politiciens et hommes influents du monde entier. Mary Nolan va donc être remarquée par M. Ziegfeld et engagée. La jeune femme va rapidement gagner en popularité puisqu'elle est parmi les plus belles et charismatiques du groupe de filles. Son adhésion auprès des Ziegfeld Girls lui permet de combler son goût pour la fête et les soirées mondaines. Elle se fait des contacts très influents et se retrouve souvent en tant qu'invitée d'honneur lors de parties. Elle reçoit aussi régulièrement de nombreux cadeaux de ses admirateurs pour qui elle performe. La popularité de Nolan va devenir si grande qu'en 1922, on écrit « Seules 2 personnes peuvent amener tous les journalistes à New York, le président et Mary Nolan. » Ça nous démontre bien la popularité qu'avait déjà la femme avant même le cinéma. Si Mary Nolan vit au début des années 20 la belle vie grâce aux Ziegfeld Girls, c'est aussi grâce à ça qu'elle va connaître son premier scandale. Puisque, comme vous le verrez, Mary Nolan, au cours de sa vie, s'est souvent retrouvée au milieu de scandales. En 1922, à seulement 20 ans, Mary Nolan rencontre Frank Tinney lors d'une soirée où elle performe. Les deux vont commencer à entretenir une relation amoureuse qui va rapidement tourner au vinaigre. Frank Tinney est un acteur qui a déjà presque 40 ans au moment où il rencontre la jeune femme. Il est aussi père de famille et est toujours marié à Edna Davenport, une chanteuse et danseuse reconnue. Mary Nolan va devenir la maîtresse de l'acteur qui ne s'en cache pas d'ailleurs à sa femme. Leur relation va être dévoilée au grand jour la même année et faire régulièrement les manchettes puisque le couple d'amants se dispute assez souvent. Par contre, le plus grand scandale survient le 24 mai 1924. En cette chaude journée de mai, après avoir bu plus que de raison, Tinney se serait rendu à l'appartement new-yorkais de sa maîtresse. Il aurait alors surpris Nolan avec un journaliste en train de réaliser une entrevue pour la presse. L'alcool change la perception des choses. Convaincu que Nolan était sur le point d'avoir une relation intime avec le journaliste, Tinney attaque l'homme et Nolan. Le journaliste prendra la fuite pourchassé par l'acteur. Lorsque Tinney remonte à l'appartement de Nolan, il la retrouve furieuse. Les deux personnalités vont se disputer très bruyamment et ça va rapidement en venir aux mains. Après plusieurs heures de violence, Tinney repart chez lui et laisse Nolan dans un pauvre état. La femme a de graves blessures partout sur le corps et même à la tête. Elle tente de se suicider la même journée, mais est sauvée in extremis par sa servante Carrie Sneed. Sneed avait tenté de s'interposer durant la bagarre, mais sans succès, elle avait regagné sa chambre terrifiée par Tinney. Le 28 mai, 4 jours après l'altercation, Mary Nolan se présente devant la presse afin de raconter ce qu'il s'était passé et de porter plainte auprès de l'acteur. La presse s'empare rapidement de l'histoire et le nom de Mary Nolan est reconnu désormais dans tout le pays. En juin 24, a lieu l'audience où Frank Tinney est accusé d'agression. Après un procès rapide, Tinney est déclaré non coupable. À sa sortie de l'audience, il assure que toute cette histoire est inventée de toutes pièces par la femme afin de créer un coup publicitaire. Aujourd'hui, on sait que tout ça était fort probablement vrai puisqu'il y a eu une tonne d'histoires du genre sorties au sujet de Frank Tinney par la suite. En août 1924, Nolan et Tinney se réconcilient peu avant le départ pour l'Angleterre de l'acteur. Le procès ayant donné un coup à sa carrière, les studios américains refusent désormais de l'engager à nouveau. Il se voit dans l'obligation de quitter le pays en quête de contrats étrangers. 2 jours avant son départ, Nolan rend visite à l'acteur avant d'être surprise par les journalistes. Les amants sont photographiés à de multiples occasions et Nolan se retrouve une nouvelle fois à la une des journaux.
Les journalistes commencent à se demander si toute l'histoire du 24 mai a été inventée ou si elle est véridique. Le 5 août 1924, en attendant le départ, Marie Nolan est photographiée par des dizaines de journalistes en faisant ses adieux à Tainay. Au même moment, Tainay reçoit de la part de policiers la demande légale de divorce de sa femme qui avait décidé de ne pas le suivre jusqu'en Angleterre. Marie Nolan monte alors sur le bateau, voulant suivre l'acteur dans son voyage. Les deux amants s'enferment dans la cabine de Tainay et refusent d'en sortir, retardant par le fait même le départ du bateau. Au bout d'une heure, les policiers entrent de force dans la cabine et escortent la femme jusqu'à la sortie. Encore une fois, l'événement sera reporté dans tous les journaux et magazines. Après plusieurs mois à apparaître dans les articles de magazines, Marie Nolan est devenue une personnalité reconnue à travers le pays. Par contre, sa publicité se fait de moins en moins élogieuse. Si au début, on la décrivait comme une femme à l'avenir brillant qui finirait par être l'une des plus influentes du pays, on la décrit maintenant comme étant une femme aux histoires étranges. Florence Ziegfeld est très mécontente de cette mauvaise publicité qui affecte aussi ses autres Ziegfeld Girls, qui trouvent de moins en moins de travail. Les clients désertent peu à peu, désirant ne pas être mêlés de près ou de loin aux Ziegfeld Girls. L'impresario n'a pas le choix. Il congédie alors Marie Nolan qui se retrouve sans emploi. Son congédiement va faire aussi grand bruit, puisque Nolan crie au coup arrangé. Elle explique aux journalistes avec un aplomb surprenant que Florence Ziegfeld a profité d'elle afin de mousser la popularité de son business. L'impresario, lui, dira que Nolan a profité de son business afin de se faire un nom puis d'apparaître dans les journaux en sortant des histoires complètement inventées. Le 20 septembre 1924, épuisée par les journalistes, Marie part rejoindre Tainay en Angleterre où elle jouera dans des pièces vaudeville. Peu de temps après son arrivée, elle emménage avec l'acteur après s'être officiellement mise en couple. Tainay la couvre de cadeaux très chers mais aussi de violents coups. Leur relation est plus que tumultueuse et Nolan fuit souvent l'appartement afin de se retrouver chez des amis. L'union ne va pas durer évidemment longtemps, puisque en début d'année 1925, ils se séparent pour de bon après quelques mois de disputes de plus en plus violentes. Le point de non-retour aurait été franchi lorsque Nolan aurait reçu une ampoule brûlante au visage qui lui a laissé une importante marque pendant des semaines. Marque qu'elle a dû couvrir par une couche énorme de maquillage avant de monter sur scène. N'étant plus sous l'emprise violente de Frank Tinney, Nolan est désormais libre de faire ce qu'elle désire. Elle part donc pour l'Allemagne où elle vivra jusqu'en 1927. Elle y fera ses premières expériences dans des films muets où elle reçoit des critiques élogieuses. Sa popularité devient si importante que Hollywood la remarque de nouveau. L'Amérique l'appelle de plus en plus avec des offres toujours plus alléchantes, mais Nolan refuse catégoriquement. Elle ne veut pas retourner aux États-Unis. D'autant plus qu'en Allemagne, l'actrice vit une vie très bonne. Elle est invitée à des soirées luxueuses et est reçue par les hommes les plus influents du pays. On la reconnaît un peu partout et le travail, tout comme l'argent, ne manque pas à la femme. Alors pourquoi retourner aux États-Unis? À la fin de l'année 1926, elle reçoit une offre immense de la United Artists. Elle accepte alors de revenir dans son pays natal. En janvier 1927, Marie Nolan remet pour la première fois en 2 ans les pieds aux États-Unis. À son arrivée, elle est accueillie par les journalistes qui s'interrogent déjà sur son prochain scandale.
Marie Nolan revient aux États-Unis en janvier 1927 après plus de 2 ans passés en Allemagne. En Allemagne, elle a tourné dans pas moins de 16 productions d'importance qui lui ont emmené une belle célébrité. Mais ces années passées loin des États-Unis n'ont pas fait oublier Marie Nolan aux Américains. Peu de temps après son retour et l'annonce qu'elle fera du cinéma, plusieurs groupes de femmes vont manifester leur mécontentement envers cette nouvelle. Le politicien républicain Will H. Hayes, lui aussi sera très mécontent de ce retour. Il craint que Nolan vienne donner une mauvaise image de la femme américaine avec sa vie extravagante et ses rôles au cinéma qui restent encore incertains et dans le mystère. Ils sont persuadés que l'actrice choisira des personnages de femmes dévergondées accumulant les aventures. Will H. Hayes créera au début des années 30 d'ailleurs le Code Hayes, qui met une série de règlements à tous les studios de cinéma. Des règles qui portent surtout sur les scènes d'amour, de baisers ou encore d'aventures extraconjugales. Le Code Hayes va aussi interdire certains rôles féminins très explicites en plus de légiférer leurs costumes. Avant ce code, l'industrie du cinéma était libre de faire ce qu'elle voulait avec les costumes portés par les femmes, dans la mesure où celles-ci étaient d'accord. On pense entre autres à Theda Bara dans les années 1910 qui apparaissait à l'écran souvent vêtue de robes très osées, parfois transparentes même. Will H. Hayes est aussi convaincu que la place de la femme n'est pas dans une vie sociale épanouie, mais bien dans le bonheur de son homme. Il est donc peu étonnant qu'il ait été défavorable au retour de Marie Nolan dans l'industrie du film américain. Marie Nolan ne voulant pas être en couple et aussi voulant mener une vie florissante. La United Artists est bien consciente que la réputation de Marie Nolan est bien tachée par différents scandales du passé. Afin de pallier à tout ça, le studio organise une série de campagnes publicitaires autour de l'actrice mettant de l'avant ses succès allemands. Des photos où la beauté de Nolan est à son meilleur sont également partagées pour que le public soit intrigué puis envoûté par cette image. En 1927, elle apparaît dans Topsy and Eva, dans un tout petit rôle, puis dans Sorel and Son, dans un rôle secondaire. L'apparition au second plan de Nolan dans ses premières productions américaines est un choix calculé par la United Artists, ne voulant pas brusquer le public en mettant l'actrice dans un rôle d'envergure. Ils espèrent ainsi faire renouer le public avec Nolan tranquillement, une technique qui est loin de plaire à l'actrice. Dans un éclat médiatique, elle quitte la United Artists afin de rejoindre la Universal Pictures en août 1927. Avec la Universal Pictures, elle va tourner quelques films mais sera surtout prêtée à la MGM avec qui elle fait ses plus grosses productions. En 1928, elle apparaît aux côtés de Lon Chaney et de Lionel Barrymore dans West of Zanzibar. Le film est un succès immense et Nolan reçoit des lettres d'admirateurs par milliers. À la suite de la sortie du film, Nolan critique la MGM pour avoir fait travailler ses acteurs pendant des jours entiers, parfois jusqu'aux petites heures du matin. La MGM et la Universal découvrent alors que la femme n'a rien perdu de son aplomb d'antan et qu'elle est loin d'avoir peur de dire ce qu'elle pense. La même année commence la production de Desert Night avec John Gilbert. Marie Nolan sera de nouveau prêtée à la MGM pour le tournage du film, sauf qu'elle négocie ses heures de travail à la seconde près. Hors de question qu'elle travaille plus de 5 heures par journée de tournage. À sa sortie, Desert Nights est le deuxième succès d'affilée pour l'actrice. Elle est acclamée partout et sa notoriété atteint un nouveau sommet. À la fin de l'année 1928, Nolan est à nouveau mêlé à une histoire de triangle amoureux. À son arrivée à la Universal Pictures, l'actrice avait rencontré Eddie Mannix, l'un des dirigeants du studio. Mannix et Nolan sont rapidement tombés en amour, mais bémol, Mannix est marié. Ils vont entretenir dans le plus grand des secrets une histoire d'amour des plus torrides, à la fermeture des studios. Mannix poussera énormément la carrière de la femme vers le haut. Il est derrière les prêts de l'actrice à la MGM pour de méga productions destinées à devenir des succès.
Peu de temps après la sortie du film, Mannix mettra fin à sa relation avec Nolan. Très en colère contre son amant, l'actrice va faire éruption chez Mannix afin de tout raconter à sa femme Bernice. Le lendemain, une violente bagarre va éclater entre Nolan et le producteur. L'actrice va perdre connaissance, ruée par les coups de l'homme avant d'être transportée d'urgence à l'hôpital où elle y restera pendant 6 semaines, subissant plus d'une vingtaine d'opérations afin de cicatriser les blessures portées par l'homme. L'affaire sera largement reprise dans les journaux, Eddie Mannix tentant tant bien que mal de se défendre pour avoir battu la femme, si violemment qu'elle en a perdu connaissance. Mais Mary Nolan est elle aussi sévèrement critiquée pour son rôle dans l'affaire. Les journalistes lui reprochent de volontairement s'impliquer dans des couples mariés afin de pervertir l'homme pour ensuite créer un scandale d'une façon quelconque. Interviewé à de nombreuses reprises durant son hospitalisation, ce scandale va donner un grand coup à sa carrière. À sa sortie de l'hôpital, les médecins lui prescrivent de la morphine afin de calmer certaines douleurs chroniques. Elle en deviendra vite dépendante. C'est ici que la longue descente aux enfers de Mary Nolan commence. Quand les années 30 arrivent, Mary Nolan est une femme reconnue. Toute l'industrie sait que engager Mary Nolan est synonyme de succès. L'industrie sait également que la femme est capable de faire un énorme scandale, allant jusqu'à jouer sur la réputation de hauts dirigeants d'un studio. La réputation de Mary Nolan est donc complexe à l'arrivée des années 30. Le public veut toujours la voir au cinéma, mais est également attiré par l'odeur de scandale qu'elle peut faire. Le début de la décennie se fera justement avec une nouvelle frasque. Nolan est engagé sur le tournage de What Men Want, qui s'annonce agité. Dès la signature du contrat, Nolan se montre difficile à travailler et refuse de faire certains plans qu'elle juge peu flatteurs. Sa dépendance à la morphine l'empêche parfois d'être apte à tourner correctement et parfois on doit la retourner chez elle dans l'espoir qu'elle reviendra le lendemain dans un meilleur état. Après plusieurs jours de tournage complexe, une dispute éclate entre Mary Nolan et le directeur du film. Nolan aurait appris par un caméraman qu'elle sera la seule à ne pas avoir de plan rapproché durant le film. Elle sort alors son contrat et montre la clause qui stipule qu'un minimum de 2 plans rapprochés de Nolan doivent être intégrés au film. Mais le directeur refuse toujours et Nolan finit par gifler l'homme. Le lendemain, on refuse d'entrer au studio à Nolan, elle a été congédiée et remplacée sans préavis. Furieuse, elle poursuit alors le studio, créant à nouveau toute une affaire scandaleuse. Au bout de plusieurs jours, Nolan et la Universal s'entendent à l'amiable. Universal lui font signer un nouveau contrat bien plus payant que le précédent et s'engage à faire mousser la popularité de l'actrice avec des coûts publicitaires énormes. Mais en janvier 1931, après plusieurs avertissements, la Universal Pictures brise le contrat de l'actrice qui refuse toute offre de film pour des raisons futiles. Maintenant sans contrat avec une compagnie de cinéma et avec une réputation peu flatteuse, celle d'une dépendante aux drogues et à l'alcool, elle ne trouve plus de travail à l'écran, personne ne veut engager Mary Nolan. Les semaines qui suivront sa rupture de contrat, Nolan va régulièrement faire la couverture des magazines. En février 31, elle marie un riche agent de change qui perdra plus de 3 millions de dollars à la suite de mauvais investissements. Peu de temps après le mariage, Nolan est arrêté par la police pour avoir entré par infraction puis avoir volé chez un médecin un tapis. Le médecin accuse Nolan de lui avoir volé ce tapis qu'elle lui avait donné en échange de médicaments, comme la morphine dont elle est dépendante. Elle est finalement relâchée par la police après s'être retrouvée dans les journaux.
Avec l'aide de son mari, elle ouvre par la suite un magasin de vêtements à Beverly Hills, qui doit fermer ses portes après seulement quelques mois, dû à la mauvaise gestion du couple. En décembre 1931, Nolan et son mari sont poursuivis par des anciens employés qui affirment n'avoir jamais reçu leur dernière paye. Le couple est finalement condamné à passer 30 jours en prison. Nolan, en sortant de prison, se rend compte que sa réputation a pris un solide coup à cause de ses ennuis avec la justice. Elle se rend alors dans des studios considérés de série B et implore d'avoir des rôles. Ses supplications sont entendues et elle tourne dans quelques films la même année qui passent totalement inaperçus. Elle n'a cependant pas le choix d'accepter de travailler dans des productions médiocres puisqu'elle n'a plus d'argent pour vivre convenablement. Son mari a lui aussi de la difficulté à retrouver un confort financier et le couple se déchire de plus en plus. En juillet 1932, après plusieurs mois difficiles, le divorce est prononcé. Nolan tourne son dernier film en 1933, File 113, qui est un lamentable échec. Si Marie Nolan n'apparaît plus à l'écran, elle ne disparaîtra jamais des médias. Elle fera la une plus d'une fois après sa carrière. Durant l'été 1935, Marie Nolan organise une conférence de presse où elle annonce poursuivre Eddie Mannix pour plus de 500 000 $. Elle explique que Mannix et elle ont vécu ensemble dans un hôtel de Los Angeles entre 1927 et 1930. Bien que Mannix était déjà marié, la chambre était à leur nom. Nolan accuse l'homme de l'avoir abusé physiquement et mentalement durant leur relation secrète. L'actrice accuse Mannix de l'avoir menacé de détruire sa carrière si elle ne répondait pas à ses envies intimes humiliantes. Elle ajoute par la suite qu'à 3 reprises, elle est tombée enceinte et que Mannix l'a forcée à avorter afin de préserver son mariage et sa réputation. Mannix et son entourage vont démentir rapidement tout ce que Marie Nolan raconte. Ils expliquent que c'est uniquement un nouveau coup publicitaire afin d'attirer l'attention sur elle et de tenter de relancer sa carrière. L'affaire n'ira pas plus loin que les petits magazines et n'ira jamais jusqu'en cours. Selon E.G. Fleming, le biographe officiel de Mannix, le producteur aurait envoyé un agent secret à la demeure de l'actrice afin de la convaincre de laisser tomber ses accusations puis de quitter Los Angeles. Si Nolan refusait, Mannix informerait les médias de ses nombreuses addictions. Ce serait pour ça que Nolan aurait finalement reculé sur ce procès et quitté Los Angeles au cours de l'année 1935. Elle quitte alors la ville des stars pour retrouver New York avant de se mettre à apparaître dans de petits rôles au théâtre, partout à travers les États-Unis, remerciant tous ceux qui veulent bien l'engager malgré ses addictions aux drogues. En plus de jouer dans des pièces de théâtre, elle se met à chanter et à danser de nouveau dans des cabarets miteux. En 1937, elle est transportée dans un hôpital psychiatrique après qu'elle ait été arrêtée pour différents vols de vêtements. Elle y reste pendant plusieurs mois et à sa sortie, elle convoque les journalistes à nouveau. Cette fois-ci, ils sont peu nombreux à se présenter. Marie Nolan n'intéresse plus beaucoup le public américain. Elle clame que ses différents problèmes, dont une anxiété chronique, ont été provoqués par le sabotage de sa carrière par les hauts placés d'Hollywood. Même ces accusations ne font pas de bruit. Après cette ultime conférence de presse, elle est renvoyée en psychiatrie après avoir fait plusieurs crises de folie. Ses nombreuses surdoses de drogue l'ont poussée à se faire interner à nouveau également. À sa sortie en 1939, elle s'isole et vit pauvrement dans un bungalow d'Hollywood. On ne sait pas comment faisait Marie Nolan pour gagner de l'argent à la fin de sa vie, mais on sait qu'elle en gagnait juste assez pour se nourrir. Dans les dernières années, elle est aux prises avec des problèmes de drogue très puissantes comme l'héroïne en particulier qui détériore sa santé très rapidement. Durant l'été 1948, elle est hospitalisée d'urgence pour malnutrition et on lui découvre des problèmes à la vésicule biliaire. Le 31 octobre 1948, Marie Nolan est retrouvée chez elle sans vie à l'âge approximatif de 45 ans. Elle serait décédée d'une overdose de Seconal, un puissant somnifère anesthésique, accidentel ou non.
Mary Nolan a été parmi les étoiles filantes les plus brillantes à Hollywood. Elle s'est cependant lentement éteinte. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.